Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, l'Europe a dominé le monde. Aujourd'hui, on se pose une question qui pourrait sembler naïve et innocente, mais dont la réponse peut être lourde de conséquences. Pourquoi est-ce l'Europe qui a dominé le monde ? Pourquoi est-ce Christophe Colomb qui débarqua en Amérique ? Pourquoi est-ce la France et l'Angleterre qui se partagèrent l'Afrique, et non pas par exemple un Chinois qui aurait le premier fait le tour du monde ? Ou un Aztèque qui aurait découvert l'Australie ? Est-ce parce que les Européens sont plus intelligents, sont plus forts, ont de meilleurs gènes ? N'en déplaise aux théories racistes, bien sûr que non. Cette domination de l'Europe est plutôt due à des coïncidences et du hasard, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Précisons que je ne m'intéresse ici qu'à une période qui va de l'invention de l'agriculture au début de la mondialisation, donc grosso modo jusqu'à la fin du 19e siècle. Le monde actuel est régi par des concepts bien plus compliqués que ceux dont je vais traiter aujourd'hui. Enfin, je m'appuie sur le livre « De l'inégalité parmi les sociétés, essais sur l'homme et l'environnement dans l'histoire », en anglais Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, essai du géographe et biologiste américain Jared Diamond, paru en 1997, et dont je vous recommande vivement la lecture si vous voulez creuser le sujet. Pour notre incongruité du jour, remontons donc à la fin de la dernière ère glaciaire. Une fois que tous les continents aient été peuplés par l'humain, il y a environ 12 000 ans. À l'origine, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs, des nomades se déplaçant en continu pour trouver de la nourriture. La première étape de la civilisation fut donc de se sédentariser et de mettre au point l'agriculture. Encore fallait-il pouvoir le faire. Devenir agriculteur, cela signifie que l'on a à disposition des espèces végétales dont il sera plus rentable de les cultiver et d'en stocker une partie de l'année que de rester un chasseur-cueilleur. Il faut donc des plantes avec de grosses graines et dont on peut avoir des récoltes chaque année et dès la première année. Ce sont les céréales qui vont ainsi permettre le développement de l'agriculture, et plutôt des céréales dans un climat avec un été sec et chaud, forçant les plantes à faire de grosses graines pour qu'elles puissent germer l'année suivante. C'est donc un climat qu'on qualifierait actuellement de climat méditerranéen. Dans le croissant fertile, actuel Proche-Orient, ils avaient du blé, de l'orge, du lin et des lentilles. 4 céréales cultivables. En Chine, la céréale principale était du riz. En Afrique, du sorgho et du riz africain. Et en Amérique centrale, du maïs. On remarque tout de suite 3 choses. Les plantes actuelles sont les mêmes que celles à l'apparition de l'agriculture. Il n'y a en fait que peu d'espèces différentes. C'est l'Eurasie, et notamment le croissant fertile, qui a les espèces les plus nombreuses et prometteuses. Ainsi, grâce au climat et à la répartition des espèces végétales, le croissant fertile a pu mettre en place l'agriculture il y a 10 000 ans. En Chine, c'était il y a 9 000 ans. En Amérique, il y a environ 4 500 ans. Et en Afrique, il y a 4000 ans. L'Eurasie prend donc déjà 6000 ans d'avance sur le reste des continents. Maintenant que nous avons de l'agriculture, pour que notre civilisation progresse, il faut étendre les zones de culture, pour produire toujours plus et nourrir toujours plus de personnes. Pour que notre voisin puisse cultiver les mêmes plantes que nous avons domestiquées et diffuser l'agriculture, il faut qu'il ait le même climat que nous. En général, cela veut dire que c'est un voisin d'une même latitude, plus à l'ouest ou plus à l'est, et non pas un voisin plus au nord ou plus au sud, dont le climat changerait. Représentez-vous maintenant la carte des continents. D'un axe principal est-ouest, l'Eurasie a pu diffuser son agriculture, le blé partant du croissant fertile pour aller jusqu'à l'Europe et la Chine. Par contre, en Afrique, vos voisins seront pour beaucoup plus au nord ou plus au sud, souvent dans un autre climat, désertique ou tropical. De même en Amérique. Les échanges entre la vallée du Mississippi et le désert mexicain et les plateaux des Andes étaient impossibles. De fait, en 3000 ans, la culture du blé a pu se répandre de l'Irlande au Japon, alors qu'en 6000 ans, le maïs mexicain n'avait pas encore atteint la Californie ni la Pampa. Deuxième argument donc, par son axe est-ouest, l'Eurasie a pu étendre rapidement son agriculture à l'ensemble du continent une fois que celle-ci a été inventée, et prend donc encore une longueur d'avance sur les autres continents. Pour en finir avec l'agriculture, regardons maintenant l'élevage.
Pour qu'une espèce animale sauvage soit utile aux humains et soit domestiquée, il lui faut plusieurs caractéristiques. Il faut qu'elle ait une croissance rapide. Faire un élevage d'éléphants n'aurait aucun sens, ça prend trop de temps et trop de nourriture. Il faut qu'elle vive en groupe hiérarchisé, et l'humain prendra alors la tête du troupeau. Il faut qu'elle supporte la captivité, soit docile et accepte de se reproduire en captivité, ce qui n'est par exemple pas le cas des antilopes. Et enfin, il faut bien sûr qu'elle soit herbivore pour des raisons de coût. Dans le monde, peu d'espèces répondent finalement à ces critères. On a le lama et l'alpaga qui viennent d'Amérique, le mouton, la chèvre, la vache, le buffle et le yak d'Asie, le cochon, le cheval, l'âne et le renne d'Europe et de Russie, le chameau et le dromadaire d'Arabie, et rien d'Afrique. Encore une fois, c'est l'Eurasie qui a les meilleures espèces animales et les plus nombreuses. On va le voir, à partir de ce moment, la roue du progrès était lancée pour ce continent et elle allait continuer de s'accélérer. Avec du bétail, on gagne plusieurs avantages. Le plus évident, c'est la viande, le lait et la laine qu'il nous fournit. C'est aussi de l'énergie pour labourer les champs et augmenter leur productivité, et les déjections peuvent aussi servir d'engrais. Enfin, on peut se déplacer plus vite et s'en servir comme arme de guerre, par exemple avec les chevaux. Vu qu'on produit plus de nourriture, on peut se permettre d'avoir des personnes dans la société qui ne sont plus agriculteurs. C'est l'apparition d'une classe dirigeante, d'artisans, d'artistes, d'innovation et d'industrie. Et la société devient ainsi une société technologique. L'Eurasie a ainsi eu avec 3000 ans d'avance des États, la maîtrise de l'acier, l'invention de l'écriture, la construction de bateaux pouvant traverser les océans, etc., etc. Enfin, autre avantage et pas des moindres même s'il est moins évident. Grâce à l'agriculture et la production de nourriture, les populations augmentent et se densifient, jusqu'à avoir besoin de construire des villes, tout en ayant des éleveurs qui restent très proches de leur bétail, tout le monde dormant ensemble. Et cela va favoriser l'apparition d'épidémies avec des maladies contagieuses transmises des animaux vers les humains. Par exemple, la variole vient du bétail, la grippe vient des canards et la peste des rongeurs. Ainsi, les populations eurasiennes vont développer une immunité face à ces nouvelles maladies à la suite d'épidémies, ce qui ne sera pas le cas des populations des autres continents et pourra leur être fatal. Par exemple, en Amérique, 95% de la population de la vallée du Mississippi et une grande partie des empires aztèques et incas ont été tués par la variole, maladie apportée par les explorateurs européens avant même que les conquistadors Cortés et Pizarro n'aient mis le pied en Amérique, facilitant grandement la conquête de ces populations. Maintenant que nous avons déterminé pourquoi c'est l'Eurasie qui avait toutes les conditions pour prendre l'avantage sur les autres continents, il reste une question. Pourquoi est-ce l'Europe, et non pas la Chine ou le Moyen-Orient, qui tirèrent leur épingle du jeu au sein de l'Eurasie? Tout d'abord, au croissant fertile, les sociétés sumériennes s'effondrèrent au 3e millénaire avant Jésus-Christ, certainement à cause de la déforestation et de la salinisation des sols provoquée par l'agriculture. Ils avaient donc perdu l'avantage de l'environnement. Ensuite, entre la Chine et l'Europe, ces deux régions ont toutes deux développé une forte technologie et étaient à peu près à un même stade de développement. Simplement, on peut noter que la géographie, grande plaine en Chine, côtes morcelées, grandes îles et chaînes de montagnes en Europe, a plutôt forcé à l'unification de la Chine, alors que l'Europe a connu plein d'états rivaux et en concurrence, favorisant certainement l'innovation et l'émulation de différentes cultures. Donnons un petit exemple pour montrer l'avantage de l'Europe d'avoir plusieurs États puissants, plutôt qu'un État centralisé et unifié. Lorsque Christophe Colomb chercha à financer son expédition vers l'ouest, il demanda d'abord au roi du Portugal, puis au duc de Médina Sidonia, puis au duc de Médina Celi, et enfin à la couronne d'Espagne. Et c'est elle qui accepta de financer l'expédition après un premier non. 4 noms pour un oui. En Chine, une lutte politique interne avait abouti au XVe siècle à l'arrêt du développement de leur flotte navale dans l'ensemble du pays. Si Christophe Colomb avait été chinois et s'était adressé à l'empereur chinois, il aurait simplement eu un non comme réponse et n'aurait même pas pu trouver d'autres candidats mécènes. Enfin, dernier argument en faveur de l'Europe, qui nous vient du professeur d'Harvard Joseph Henrich, et qui serait une conséquence de l'Église catholique. Alors que beaucoup de sociétés connaissent les mariages dans la même famille, notamment pour des raisons financières et d'héritage, et même encore à l'heure actuelle, l'Église a interdit les mariages avec un cousin du premier degré dès le Moyen Âge. Joseph Henrich démontre que cela a favorisé le développement de personnalités plus individualistes, moins de sensibilité de conformisme, mais aussi la confiance interpersonnelle.
On se marie à une nouvelle famille à qui il faut faire confiance. Toutes ces normes culturelles et cette nouvelle psychologie, qui émergea donc à partir du Moyen-Âge en Europe, a eu un impact très fort sur le taux d'innovation et d'entreprise en Europe. Pour conclure, avec tous ces arguments énumérés, dont vous avez peut-être oublié certains. Si quelqu'un vous demande maintenant pourquoi la France, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre eurent des empires sur lesquels ne se couchait jamais le soleil en soumettant d'autres populations, vous pourrez répondre que c'est parce que nous avons eu des chevaux et du blé des milliers d'années avant tout le monde, et parce que l'on n'a pas eu le droit d'épouser sa cousine. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.